à tous, nous voilà de retour pour la série d'interviews sur la thématique de l'emploi en 2030, ça donne quoi? Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, le privilège d'accueillir Muriel. Mais qui est Muriel? Je crois qu'elle arrive. Le plus simple, c'est de lui demander directement. Je dirige une société de conseil, de formation, de coaching qui s'appelle Stella Partners depuis une bonne dizaine d'années. Précédemment, je travaillais dans un grand groupe. Notre métier, c'est d'accompagner à la fois les entreprises et les individus dans ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière très à la mode, la transformation. Ils partagent tous effectivement cette quête de sens et cette volonté de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle, et de mieux équilibrer aussi, on va dire, des enjeux business, à la fois de carrière pour eux et de profitabilité de leur entreprise, puisqu'ils ont bien compris qu'une entreprise devait être profitable, et des enjeux aussi beaucoup plus sociétaux et particulièrement environnementaux. Ma perception, c'est qu'ils ont donné une espèce d'autorisation à la génération ou aux générations précédentes de donner aussi plus d'importance à leur motivation, au sens qu'ils trouvent au travail, à l'équilibre entre leur vie professionnelle et vie privée. Et donc aujourd'hui, cette double quête de sens et d'équilibre, et de respect finalement à la fois de soi et de l'autre et de l'environnement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus communément partagé. Il ne suffit pas de faire de la com, il faut qu'il y ait vraiment un sens, une vision stratégique, managériale, en termes de valeurs humaines et peut-être sociétales justement. Il faut aussi que le manager devienne contributif. Aujourd'hui, oui, mais je pense que ça va évoluer assez fortement justement une fois que les jeunes générations seront un peu moins jeunes et auront inventé une nouvelle forme de travail, une nouvelle forme d'accompagnement des travailleurs. Je pense que les jeunes générations, ou peut-être de plus anciennes, vont challenger le système, vont ubériser justement, vont faire de l'ubérisation en proposant quelque chose de nouveau sur le marché. Parce que ceux qui ont moins de 35 ans aujourd'hui, ils sont encore soutenus par les générations précédentes qui ont, on va dire, un matelas plus important. Plus ça va aller, moins ce sera le cas des parents et des grands-parents. Moins ils pourront les aider, et donc il faudra trouver autre chose. Et de toute façon, socialement, ce sera plus tenable. Je pense que justement la loi sur la mobilité a fait considérablement évoluer les entreprises, puisqu'elles n'ont plus de choix, le choix aujourd'hui. Pour refuser un télétravail, il faut que la motivation soit extrêmement bien argumentée. Donc toutes les entreprises qui hésitaient encore beaucoup, justement essentiellement pour des raisons de peur, ils sont passés, se rendent compte finalement de plus en plus que c'est pas si terrible que ça et que ça peut même être positif. On a un certain nombre d'études qui sont en train de sortir et qui démontrent que le télétravail diminue l'absentéisme, diminue les congés maladie, diminue le stress au travail, etc. On est en train de trouver un peu un juste milieu en disant le télétravail c'est génial, ça apporte de la flexibilité, ça apporte du confort de vie, du confort de concentration, du confort en termes de gain de fatigue parce qu'on ne prend pas le train de banlieue, le métro, un matin et soir tous les jours de la semaine. A contrario, il faut quand même rester focalisé sur le client de l'entreprise, sur la contrainte de la production qui fait que une équipe, elle doit pouvoir se réunir régulièrement. Et aujourd'hui, ce qu'on observe dans certains services, pour ne pas dire tous les services, c'est que c'est hyper compliqué de trouver un créneau dans la semaine pour organiser une réunion pour que tout le monde soit là. Donc il va falloir aussi faire évoluer. Alors là aussi, les outils technologiques vont évoluer aussi pour nous aider à créer des solutions de travail virtuelles, un peu plus conviviales, un peu plus opérationnelles. C'est notre choix collectif. Et le choix collectif, il passe aussi par des choix individuels. Tu donnais l'exemple de la caissière ou du caissier. C'est un choix personnel, aujourd'hui, quand on fait ses courses, d'aller à une caisse automatique ou d'aller sur un tapis devant un caissier ou une caissière. C'est un choix personnel. Donc, il va falloir faire ces choix collectifs. Et c'est à la fois le citoyen et le consommateur qui doivent faire ces choix.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective et mais c'est la même chose finalement que nos comportements vis-à-vis des OGM, vis-à-vis des produits qui sont mauvais pour la santé, etc. Si on continue à acheter n'importe quoi et à se nourrir n'importe comment, forcément, finalement, on entretient une industrie, on va dire, agroalimentaire qui n'est pas toujours très clean. On l'entretient par nos comportements. Et c'est exactement la même chose pour tout ce qui est intégration de la machine dans le travail. Pour moi, la réponse, le risque, il n'est pas technologie, le risque, il est fondamentalement politique, en fait. Et c'est bien un choix de société, c'est un choix de citoyen, au singulier et au pluriel, qui va permettre de tirer le meilleur de la technologie, parce qu'il y a des choses fabuleuses qui se font grâce à l'IA. On oublie trop souvent d'en parler. Je pense qu'il va y avoir dans les offres de services et de produits, et la manière dont finalement on va concevoir le travail et vivre les interactions professionnelles et les interactions entreprises-clients, des ajustements qui vont se faire entre jusqu'où on accepte de la machine et à partir de quand on a encore besoin d'humain. Que ce soit pour des besoins relationnels, comme je viens d'expliquer, ou que ce soit aussi pour des besoins de précision, d'innovation, de créativité, parce que la machine, malgré tout ce qu'on est en train de faire fantasmer, elle n'est pas encore si forte que ça. On observe effectivement qu'il y a un certain nombre de catégories sociales plutôt favorisées qui réussissent à courir à peu près aussi vite que le progrès technologique, que l'évolution des services digitaux qui nous sont proposés et qui finalement restent maîtresses de ce système, même si c'est pas facile tous les jours et pour tout le monde. Mais on a des couches entières de population qui ne sont pas conscientes des évolutions en cours. Il y a beaucoup de salariés, même de zones géographiques, par exemple en France, qui restent encore dans des modes de vie qui sont très 20e siècle. Alors ce que je dis est uniquement descriptif, c'est pas un jugement de valeur. Mais dans la société qui s'accélère, qui devient de plus en plus agile, mobile, qui évolue à vitesse grand V, c'est vrai que des rythmes de travail, des rythmes de vie qui sont très décalés, comment ces personnes-là vont continuer à s'intégrer dans leur bassin d'emploi et comment leur bassin d'emploi va-t-il réussir à rester compétitif par rapport aux autres. On a des décalages énormes au niveau de la maîtrise digitale, de la maîtrise de l'outil digital, et pas seulement sur les anciennes générations. Contrairement à ce qu'on pense, il y a des jeunes qui ne sont pas si à l'aise que ça avec les technologies. Évidemment, les fonctionnalités de base, ils les maîtrisent parce qu'elles sont tellement intégrées dans le quotidien que ça, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on passe un niveau de complexité, de sophistication supplémentaire, elles sont beaucoup plus mal à l'aise. Et ça concerne les jeunes aussi. Et ça va directement relever le sujet, en fait, de l'éducation et de la capacité à s'intégrer dans une société et à trouver du travail, à avoir du travail. Et ça, c'est en lien direct avec la formation initiale et continue. Le fait d'avoir 10 à 20% de nos jeunes qui sortent de l'école sans savoir correctement lire, écrire, compter, le fait que des générations issues de l'immigration n'aient pas eu les conditions les plus favorables justement pour être dans cette maîtrise-là, pour avoir eu les mêmes armes que les autres pour être dans cette maîtrise-là, ça pose des vraies questions sociétales. C'est la réforme, la transformation, l'enjeu, le défi majeur de notre société. C'est la formation. Et il faut être conscient qu'il va falloir aller plus vite que les autres, parce qu'on a des populations, on a des millions d'ingénieurs chinois qui se forment tous les ans. Donc il va y avoir des effets de masse énormes, des effets de taille, des seuils qui vont, on va dire, entrer en impact profond, en collision profonde avec notre système à nous. Donc oui, s'il y a un défi majeur, c'est celui-là. Et s'il y a une transformation majeure à opérer dans les comportements, dans les manières de penser, c'est celle que tu évoquais tout à l'heure de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus compter uniquement aujourd'hui sur le pouvoir politique, on ne peut plus uniquement compter sur l'entreprise, sur les RH, sur le manager, pour prendre en charge son évolution professionnelle, pour prendre en charge son évolution de qualification.
Le comptable qu'on évoquait tout à l'heure, c'est évidemment la responsabilité de son entreprise, et c'est d'ailleurs inscrit dans la loi, de se préoccuper de son évolution et de son employabilité, mais ça doit être aussi sa propre préoccupation. C'est trop facile de s'appuyer uniquement sur papa, sur maman, c'est-à-dire sur l'État, sur le patron, pour s'occuper de son évolution professionnelle. L'évolution professionnelle, c'est la responsabilité de chacun. Il faut que l'ensemble de la société passe de plus en plus en mode adulte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience collective, qu'il y ait une responsabilité collective et que tout le monde joue le jeu, que chacun soit de plus en plus responsable possible dans ses actes de consommation qu'on évoquait tout à l'heure, dans son rapport à l'environnement, dans son rapport au travail, dans son rapport à la politique, dans son engagement. Merci beaucoup Muriel pour ce partage, pour cet échange. Ça m'a fait vraiment plaisir, c'est hyper intéressant. Puis écoute, à bientôt. À bientôt. Et voilà, l'interview de Muriel est maintenant terminée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Et pour vous, l'emploi en 2030, ça donnerait quoi? Est-ce que l'ensemble des thématiques qu'on a abordées, que ce soit l'IA, que ce soit le CDI, que ce soit les formes de travail, que ce soit le sens, les valeurs que l'on donne à tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis dessus. En tout cas, de mon côté, il y a quand même une thématique qui revient et qui revient de façon assez soutenue. C'est la thématique de la formation dans son ensemble. Je crois qu'on va aller faire un petit tour des experts de la formation quand même pour la prochaine interview.